Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler PAL puisque c'est la vidéo mensuelle Les mots de décembre, que oui on est déjà en décembre en fait, j'hallucine un petit peu mais écoutez, c'est plutôt cool parce que ça me permet de me constituer une PAL qui va être avec un peu de romance, de Noël, un peu de contrées enneigées etc. Donc c'est plutôt une bonne chose. J'avoue que mon mois de novembre en termes de lecture a été assez sensationnel, donc du coup j'espère que je vais continuer sur cette lancée avec cette PAL là. Même si je suis un peu apeurée parce que vraiment dans cette palle, j'ai eu vraiment à cœur de faire diminuer le nombre de livres que je n'ai pas lus dans ma bibliothèque. Et donc j'ai choisi beaucoup de livres qui sont là depuis un moment. Et donc bah écoutez, on va voir ce que ça va donner. Soit franchement ça va être un mois avec 10 DNF parce que je vais me dire bah en fait finalement ils étaient là depuis longtemps parce qu'ils me faisaient pas plus envie que ça et c'est plus trop mon style de lecture, c'est plutôt ce que j'ai envie de lire. On verra, ou alors ça va être au contraire un mois avec plein de bonnes surprises et puis plein de lectures un petit peu différentes de ce que je lis habituellement, donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Sachez que c'est une vidéo qui me fait très plaisir parce que j'adore faire cette vidéo où je me constitue une palle mensuelle, c'est vraiment devenu ma petite habitude et ma petite étincelle de joie du début de mois, c'est-à-dire constituer vraiment cette palle et vous la présenter, donc écoutez, j'espère que ça vous plaira. Et si jamais ça vous inspire vous aussi à vous faire une petite palle mensuelle ou saisonnière, bah écoutez, n'hésitez pas à me le partager, ça me fera très plaisir. On commence tout de suite. Le premier mot que j'ai décidé de choisir, c'est famille, puisqu'en effet, à l'approche des fêtes de fin d'année, j'avais envie d'un mot qui allait comme ça réunir vraiment le sens premier des fêtes de Noël, c'est-à-dire vraiment le sens de la famille, d'être avec les gens que l'on aime, avec ses proches, et du coup j'avais envie du coup de lire des livres qui allaient un peu avoir cette troupe, qui allaient avoir le côté soit found family, soit relation familiale, etc. En espérant pour autant que ça nous prenne pas trop la tête parce que j'ai quand même envie d'avoir des lectures assez légères pendant cette période qui est quand même assez festive et souvent très mouvementée, voire très chargée. J'ai donc pour ce premier mot choisi d'inclure dans cette catégorie le classique du mois qui sera donc Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott, ici paru aux éditions Hauteville dans cette édition absolument sublimissime. En plus vraiment un truc où je suis hyper contente, enfin là je sais pas si vous le verrez, mais en fait c'est écrit assez gros et franchement ça fait plaisir parce que je préfère avoir un livre qui est hyper gros mais où c'est écrit de façon à ce qu'on puisse lire confortablement plutôt que d'avoir un truc plus petit avec des pattes de mouche. Moi ça me rend hystéro, alors peut-être parce que je vieillis aussi donc ça me saoule. Avant je pense que ça me dérangeait moins mais là voilà, ça m'énerve. En tout cas dans cette édition il y a aussi pas mal d'illustrations qui semblent être des gravures de l'époque du livre, de la première édition en tout cas, je crois que c'est à peu près ça. Comportant des illustrations de Frank Taylor Merrill, célèbre pour ses dessins ornant la première édition illustrée des 4 filles du Dr March. Voilà, tout est dit. Et donc c'est vraiment un très bel ouvrage. Je pense que pour le coup je vais me le faire en audio et en livre papier du coup en même temps parce que c'est quand même une sacrée pavasse et j'aimerais bien ne pas lire que ça pendant mon mois de décembre. En tout cas je pense que du coup sur le mois de décembre, et j'espère que cette fois je vais vraiment m'y tenir, je vous ferai quand même un petit vlog, j'aimerais bien vous faire un petit vlog avec tous les classiques que j'ai prévu lire ce mois-ci. Et également peut-être un petit vlog sur les romances de Noël, donc si jamais ça vous intéresse, vous me le direz en barre d'infos. Trêve de blabla, de quoi parlons-nous dans cette histoire? Donc c'est une histoire extrêmement connue qui a été reprise en termes d'œuvres cinématographiques ou séries de nombreuses fois. D'ailleurs je vous conseille énormément une adaptation en 4 épisodes qui a été faite, je vous mettrai le petit encart ici pour que vous ayez un peu la photo. C'est avec la fille de Ethan Hawke notamment qui jouait dans Stranger Things, que j'ai découvert du coup l'année dernière à l'approche des fêtes et que j'ai trouvé qui était extrêmement qualitative. J'ai vraiment eu le sentiment que cette adaptation était proche du livre, sachant que je ne l'ai pas encore lu dans sa version adulte. Moi je l'ai lu énormément quand j'étais enfant, et qui était dans une version qui était très allégée, et donc c'est pour ça que je suis hyper curieuse de voir ce que je vais découvrir comme petits détails, ajouts, etc. que je n'ai pas lu du coup, que je n'ai jamais lu du coup, ou que j'ai même pas vu dans les films et les adaptations que j'ai lues. Parce que j'en ai vu un paquet. Et donc dans cette histoire on va suivre 4 sœurs qui font partie d'une famille assez respectable puisque leur père est aumônier et donc parti à la guerre puisqu'on est en pleine guerre de sécession. Donc il est évidemment avec les troupes du Nord et je me souviens plus comment ils s'appellent, ce ne sont pas les confédérés, ce sont les autres, je vous remettrai le nom parce que ça serait quand même triste de pas mettre cette petite touche historique importante à ce roman-là. Et donc il va laisser finalement sa famille un petit peu laissée à elle-même, et donc on va suivre finalement les aventures de Marmee qui est donc leur mère et des 4 filles
qui sont donc Joe, Beth, Amy et Meg, et qui vont essayer de survivre du coup dans ces temps où finalement être une femme et ne pas avoir énormément de moyens, ça peut quand même poser pas mal de difficultés. Donc on va suivre voilà leur péripéties à travers plusieurs années. Donc là j'ai hâte de voir aussi où le roman se termine, parce qu'il faut savoir qu'il y a une suite aux 4 filles du Docteur March, donc c'est une histoire qui se passe en plusieurs volumes, et donc voilà, donc je vous dirai un petit peu ce qu'il en est sur cette version-là. Je vous ferai aussi des petites recherches sur la suite et je vous dirai exactement ce que l'on suit comme histoire. Mais en tout cas, moi j'ai énormément hâte de découvrir ce classique parce que c'est une histoire très très chère à mon cœur, puisque ça fait partie des premières histoires que j'ai lues en étant enfant et qui m'ont donné le goût à la lecture. Donc écoutez, c'est l'année pour le sortir. Le livre suivant que j'avais envie de vous présenter, c'est Les Nuits enneigées de Castle Court de Holly Hepburn. Donc comme vous allez le voir dans cette vidéo, j'ai prévu pas mal de petits contemporains. Donc c'est un petit peu ça ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est que j'ai plus trop l'habitude d'en lire. C'est vrai qu'avant, c'était le genre de petites choses que je me prenais quand je prenais le train, j'attrapais un ou deux poches, qui me faisaient envie, des petits contemporains mignons, etc. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas lu, c'est un peu comme les romances historiques et les livres historiques de manière générale. J'en lisais énormément avant, même des livres d'aventure historique du type Steve Berry, Dan Brown, etc. et tout, j'adorais ça et je me plongeais dedans et je les dévorais. Et bien c'est vrai que ce sont des genres que je ne lis plus trop parce que je me suis vraiment focalisée sur les genres que je préfère, c'est-à-dire la fantasy et la romance, et du coup par extension la romantasy, qui sont des genres qui me font vraiment maintenant vibrer, qui me font vraiment passer des lectures hyper agréables. Néanmoins, voilà, j'ai quand même une bibliothèque aujourd'hui où j'ai beaucoup de ces petits copains-là qui se sont glissés au fur et à mesure des années, et donc bah écoutez, j'ai envie de leur donner leur chance aussi, parce que je suis sûre que je peux passer aussi un bon moment. Donc écoutez, cette année j'ai décidé de sortir celui-ci parce que, on va se le dire, hein, franchement la couve s'y prêtait complètement. Donc là on va suivre dans cette histoire Sadie qui est une maman célibataire et Kat qui est une chef pâtissière, et toutes les deux sont à un tournant de leur vie. Il semblerait qu'elles soient vraiment très amies, donc moi c'est pour ça que ça m'a fait penser, je pensais que c'était des sœurs, mais bon a priori ce sont des amies, mais ça me fait vraiment penser à ça. À ce type de relation là, et en fait toutes les deux elles décident de se dire bon on va prendre un nouveau tournant dans notre vie, on va ouvrir finalement une pâtisserie à l'aube des fêtes, dans une petite cour isolée qui a un petit trésor caché dans leur ville natale qui s'appelle Chester. Donc ça semble être en Angleterre. Et alors que Noël approche, du coup, Sadie et Kat découvrent une adorable communauté, un petit havre de plaisir coupé du monde extérieur, mais tout le monde n'apprécie pas leur arrivée, le défi reste de taille, les deux amies seront prêtes à tout pour réussir leur pari. Donc voilà, donc je pense que ça va avoir un petit côté, vous savez, le Cupcake Café, qui avait été écrit par Jenny Colgan, que j'avais pas adoré, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais voilà, je pense que ça peut être hyper mignon cette histoire là de deux amis qui décident d'ouvrir une pâtisserie comme ça dans un petit coin isolé, et qui vont avoir un petit côté found family, found community avec les gens voilà, de leur neighborhood, pardon, de leur voisinage. Et donc je pense que ça peut vraiment être très mignon, donc écoutez, celui-là me fait très envie. Je ne sais pas si dedans se cachera une petite romance, mais bon, écoutez, j'aimerais bien, ça me ferait bien plaisir. C'est la minute chill, hein. Vous voyez, je suis vraiment... on a vraiment l'impression des contes de la crypte, mais en vrai, je suis vraiment avec ma tisane et je vous fais cette petite vidéo en mode nature peinture très chill. Hein. Donc c'était la minute je bois mon thé. Tout ça pour vous dire que le prochain livre que j'ai sélectionné, c'est un livre que j'ai pris en e-book du coup pendant vous savez, l'OP All-Star de cet été, qui s'appelle donc Le Salon de thé du bonheur retrouvé de Céline Godel, que je vous avais donc déjà présenté dans un book haul. Et là, c'est l'histoire de Candice qui apparemment a perdu son mari, et qui depuis qu'elle a perdu son mari est quand même assez dévastée et n'a plus vraiment goût à la vie. C'est une romancière à succès qui clairement a même perdu jusqu'à l'inspiration même pour écrire. Et donc le jour où Mathilde, sa fille, décide de déménager dans le nord pour reprendre une boulangerie salon de thé, elle se dit bon bah go, je vais y aller, je vais l'aider, et puis on verra bien si tout ça me permet en fait de reprendre goût à la vie, de recommencer un peu ma vie quoi. Et donc apparemment voilà, l'histoire c'est autour donc de ces deux personnages, donc Mathilde et sa maman Candice, et à savoir comment cette ouverture de boutique, cette ouverture de commerce va impacter leur vie, va impacter leurs sentiments. Est-ce que ça va vraiment les aider à avancer, ou est-ce que finalement elles vont se confronter à encore plus de peur, encore plus de doutes et encore plus de mauvais sentiments. Bah écoutez, affaire à suivre. En tout cas, ça a l'air d'être un petit contemporain tout mignon, tout doux, donc je pense quand même que ça devrait bien se terminer, on croise les doigts. Et en tout cas, ça a l'air d'aborder quand même des sujets assez sérieux, donc écoutez, j'espère que ce sera pas trop déprimant, donc on verra.
Toujours dans une lignée très très familiale, j'ai décidé de sortir un Sarah Morgan qui comme toujours nous fait plaisir avec ses petites couvertures étincelantes. Je sais pas si vous le verrez mais en tout cas voilà, tous les titres sont en paillettes, il y a des paillettes partout, on adore. Et donc là j'ai décidé de sortir Les Vœux secrets des Sœurs McBride qui est sorti aux éditions Harlequin si je ne m'abuse. Je crois que c'est ça. Et donc là on va suivre du coup Suzanne qui a décidé de réunir auprès d'elle ses 3 filles adoptives en Écosse, dans les Highlands. Alors moi c'est ça qui m'a... Alors, ça commence comme ça, hein. Dans la région enneigée des Highlands d'Écosse. Je pense que j'ai acheté le livre comme ça, j'ai même pas lu la suite tellement moi, vous pouvez être sûr que ça se passe en Écosse, je suis déjà vendue. Et donc, on a 3 sœurs qui sont assez différentes, qui vont donc se retrouver auprès de leur maman, parce que leur maman comprend bien qu'elles sont toutes les trois un petit peu à la croisée des chemins dans leur vie, et que ça leur ferait peut-être du bien de passer du temps en famille pour voir que ensemble, on parvient plus à surmonter de choses que chacune toute seule dans son coin. Et donc on va faire du coup la connaissance de Anna qui elle a pas du tout en fait envie de fêter les fêtes parce qu'elle croule sous le travail et apparemment elle a un lourd secret, on ne sait pas trop lequel. On a aussi Bess qui est en pleine crise existentielle parce qu'elle est maman et qu'elle sait pas si elle a envie de retourner bosser et qu'elle est au bout de sa vie et qu'elle a juste envie d'avoir du temps pour elle. Et on a Posy qui a juste l'impression qu'elle a raté toute sa life et qu'elle se demande si elle voudrait pas changer de voie, mais qu'en même temps, comme elle a une grosse charge financière sur les épaules, elle est pas sûre qu'elle peut. Donc voilà, je pense qu'on va avoir... Je sais pas s'il y aura une alternance de point de vue, je l'espère, mais on va suivre du coup les épopées de ces 3 sœurs-là pour voir un petit peu comment la magie de Noël va leur permettre de surmonter tous leurs problèmes. Un autre roman sur une fille et sa maman. On va suivre du coup ici dans La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Savard, paru aux éditions Charleston, Léna, qui apparemment a été convoquée dans un petit village des Alpes, son petit village natal, pour venir fêter Noël avec sa famille, sauf qu'en fait sa maman lui a laissé un petit message qui lui dit écoute, moi j'ai encore des rêves à réaliser et maintenant il est vraiment temps que je m'y attelle, je t'aime, bisous, salut. Et en fait sa mère n'est juste pas là. Donc Léna se dit c'est super mais en fait qu'est-ce que je fous là alors que moi j'ai absolument aucune envie de fêter les fêtes. Bon, voilà, il semblerait qu'à mon avis, sa maman est une très très bonne raison de faire venir Léna dans ce petit village pour qu'elle se fête les fêtes avec sa famille, c'est que certainement Léna doit en avoir grand besoin. Donc on verra ce que ça donne, c'est un livre qui est très très court, qui fait 20 chapitres, il doit faire 250 pages je pense, oh les 309 pages, donc voilà, c'est un tout petit format par rapport à ce que je peux lire d'habitude, donc je pense que ça sera très vite dévoré depuis le temps qu'il est dans ma palle. Sachez que Clarisse Sabard, elle écrit des romances de Noël tous les ans depuis quelques années, et ce sont des tomes compagnons, si je ne m'abuse. Au moins 3 en tout cas dans cette série-là, de ce petit village de Valno, au cœur des Alpes de Haute-Provence. Donc si jamais ça vous plaît, ou si jamais je vous dis que c'était cool, sachez qu'il y en aura d'autres qui seront dans cette même série. En tout cas, Clarisse Sabard, moi c'est une autrice que j'avais découvert avec Les Lettres de Rose, qui était je crois un de ses premiers romans que j'avais énormément aimé, qui m'avait énormément touchée, que j'avais trouvé très très beau. Depuis j'en ai lu d'autres d'elle que j'ai trouvé vraiment sympa, mais j'ai jamais eu le coup de cœur que j'ai eu pour son premier, donc écoutez, j'espère que peut-être qu'avec cette romance de Noël ça va faire rejaillir mon amour pour cette autrice. À suivre. Le prochain livre que j'avais envie de vous présenter, c'est Le Cupcake Café sous la neige de Jenny Colgan, qui est du coup un tome 2. Le premier c'était le rendez-vous au Cupcake Café, où on suivait du coup Izzy qui perdait du jour au lendemain, et son mec qui était un vrai con, et son boulot, donc en vrai, parce qu'évidemment son mec c'était son boss, histoire de vraiment parfaire le tableau. Et puis bon, qui ne perdait pas vraiment au change parce que lui c'était un con et puis son boulot était vraiment naze. Et donc Izzy décide du jour au lendemain d'ouvrir, de récolter toutes ses petites économies et son petit chèque de sortie, et d'ouvrir un cupcake café dans une petite rue à Londres je crois. Et donc on suivait Izzy. C'était assez intéressant comme livre, je l'avais trouvé assez mignon, mais il y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient, notamment sur le rapport au corps de la femme. Il y avait un peu un aspect un peu grossophobie, j'avais trouvé et tout, moi qui m'avait un petit peu trigger. J'avais pas trop aimé aussi le comportement de l'héroïne par rapport à son mec, son ex, qui était un vrai con et qui les retournait, et j'étais là mais pourquoi en fait il te traite comme de la merde, et en fait toi t'y retournes, juste... on donnait du plomb dans la tête, ça te ferait pas de mal quoi. Donc bref, il y avait eu quand même pas mal de défauts. Après c'était quand même très mignon. On suivait comme ça cette histoire de cette jeune femme qui essaie quand même de se reconstruire et qui mène sa petite entreprise toute seule.
et c'était quand même assez chouette, donc j'avais envie de voir ce que ça allait donner pour le tome 2 qui se passe du coup à Noël, où on va suivre toujours Izzy, mais je vous raconte pas l'histoire si vous n'avez pas lu le premier. Je suis assez sceptique, pour ne rien vous cacher, parce que Jenny Colgan, j'ai lu beaucoup de livres de cette autrice, et les livres qu'elle fait sur Noël, dans ses séries, sont rarement les meilleurs. Donc écoutez, je suis assez curieuse de voir si avec cette série ça va être le cas ou pas, parce que vraiment, en ce qui concernait par exemple la confiserie de Rosie, j'avais adoré le tome 1, j'avais trouvé génial, et le tome sur Noël, je l'avais trouvé mais tellement mauvais, enfin vraiment, j'avais trouvé qu'elle avait transformé tous les personnages, leur personnalité et tout, enfin vraiment j'étais là mais quoi ? Enfin le personnage principal masculin devenait un vrai con alors qu'il était hyper gentil dans le 1, enfin hyper attendrissant en tout cas dans le 1, enfin bon, bref. Donc du coup écoutez là je vais voir ce que ça donne sur celui-ci et je vous dirai ce que j'en ai pensé. On finit du coup cette catégorie famille avec un autre livre de Jenny Colgan puisque j'ai prévu de lire la suite de Noël à la charmante librairie. Donc comme je vous disais, Jenny Colgan quand elle fait des livres à Noël c'est pas ouf. Bon évidemment 2 minutes après je me contredis, donc elle a écrit pour le coup un livre vraiment qui est pas une série à l'origine, qui était vraiment un livre sur Noël dans une librairie et qui pour le coup a été pour moi un vrai coup de cœur au mois de novembre. Donc il s'agit du coup de Noël à la charmante librairie qui était paru aux éditions Prisma. Sachez que le 2 du coup qui s'appelle Minuit à la charmante librairie, qui se passe toujours d'ailleurs pendant les fêtes de Noël si je me trompe pas, lui a pour le coup est paru aux éditions Charleston, donc en grand format cette année. Donc là maintenant celui-ci vous pouvez le retrouver en poche, c'est hyper mignon, c'était l'histoire de Carmen du coup, qui est vraiment une nana hyper paumée, qui est un peu le vilain petit canard de sa famille et qui du jour au lendemain va perdre son taf, qui était déjà pas un taf extraordinaire a priori, et qui va devoir retourner vivre chez sa mère et qui est un petit peu au 36e dessous. Et donc sa sœur va lui faire le plaisir, parce que Carmen et sa sœur peuvent pas s'encadrer, de lui offrir un job au sein d'une petite librairie à Édimbourg. Encore une fois c'est en Écosse, donc voilà, avons-nous besoin d'en dire plus. C'est une librairie en plus, et c'est en Écosse, et c'est à Noël. Là, autant vous dire qu'il y avait tous les éléments pour que ce livre soit un coup de cœur pour moi. Et donc Carmen va devoir aller aider un monsieur qui s'appelle Monsieur Macready, qui est un vieux monsieur qui s'est pas vraiment très bien occupé de sa librairie est complètement en train de faire faillite, et il est sur le point de tout perdre, et son logement, et sa librairie, et donc sa vie, et donc Carmen va devoir s'employer à faire en sorte que cette librairie ne ferme pas ses portes. C'était tellement bien, enfin je vous en parlais un petit peu plus du coup dans mon bilan de lecture de novembre, mais vraiment ça a été un gros coup de cœur. Et donc là, cette année sort le numéro 2 qui s'appelle donc Minuit à la charmante librairie. On va suivre à nouveau Carmen dans cette librairie du coup. Et on va apparemment suivre une toute autre dynamique, donc je peux pas trop vous en dire parce que si vous avez pas lu le 1 c'est quand même un peu dommage, parce que là pour le coup c'est vraiment une suite, donc on va vraiment suivre la plupart des personnages qu'on avait dans le tome 1, dans le tome 2, notamment aussi le personnage masculin principal, puisqu'il faut savoir que c'est une série plutôt romance, même si ça prend pas toute la place, et que je vous dirais que dans le livre on a quand même 70-75% qui est vraiment sur l'histoire de Carmen, la librairie, les relations qu'elle va se créer, etc. et tout. On a quand même un bon 25% sur ses relations plus ou moins amoureuses, donc il faut quand même l'avoir en tête si vous avez envie de le lire. Mais en tout cas voilà, moi il me fait hyper envie, et encore une fois, on verra si en suite de série à Noël, elle réussit encore une fois à faire donc aussi bien que le 1, ou si ça va être un peu la dépendante sur cette suite, je vous dirai ça. Sachez d'ailleurs si ça vous intéresse que le 1 est disponible du coup en e-book sur Nextory et le 2 en audiobook sur Nextory. Donc si vous n'avez pas envie de les acheter en papier, en grand format, petit format, whatever, et bah vous pouvez les avoir sur Nextory, donc ça peut toujours être intéressant pour vous. Pour le deuxième mot, j'ai donc décidé de choisir le mot rêve, parce qu'en effet j'avais envie de livres qui allaient mêler comme ça le côté un peu onirique, imaginaire, l'inconscient, etc. Et j'avais beaucoup de titres qui, selon moi, rentraient bien dans cette catégorie. Donc vous allez voir, j'ai pris, on va dire, des libertés avec ce mot en proposant des choses assez vraiment liées au niveau du rêve, ou des choses un petit peu plus éloignées. Et donc dans la catégorie des livres qui vont se rapprocher vraiment très directement au mot rêve, j'ai décidé de sortir de ma palle Dreams Lie Beneath de Rebecca Ross, qui est donc là paru dans une édition du coup collector, puisque c'était une édition que j'ai reçue avec la box... Est-ce que c'était Fairy Loot? Non, je pense que c'était All Crate.
Donc évidemment c'était un livre qui est en anglais, enfin évidemment non mais je vous le dis. Je ne sais pas s'il est encore sorti, par contre sachez que du coup c'est Rebecca Ross, donc c'est l'autrice qui a écrit Divine Rivals, donc Divine Rivalité, j'imagine, qui est paru donc récemment je crois aux éditions Sabran, je sais jamais comment on dit, ou de Saxus, un des deux, je me souviens plus lequel, qui est donc une duologie absolument incroyable, donc c'est pour ça que moi j'avais envie de ressortir celui-là, parce que quand je l'ai pris j'ai fait mais attends, ça a été écrit par la nana qui a écrit Divine Rivals, et je m'en suis juste rendu compte comme ça, ce qui est quand même assez ridicule. Mais voilà, donc c'était juste pour vous dire que vu le succès de Divine Rivals, écoutez, peut-être que les maisons d'édition françaises vont se passer un peu le mot pour faire paraître et traduire du coup ces anciens livres, ce que j'espère sera le cas. Donc moi, ce mois-ci, j'ai décidé de lire celui-ci, sachant qu'il y en a d'autres de cette autrice qui me font très très envie, parce que vraiment, j'ai tellement eu un coup de cœur pour sa plume, que du coup je suis hyper contente de découvrir une nouvelle fois un de ses romans. Dans celui-ci on va suivre en plus une histoire qui a l'air géniale, c'est un one shot normalement, je vais pas vous dire de bêtises, je vérifierai quand même et je vous dirai si c'est pas le cas, mais normalement c'est un one shot et ça c'était plutôt cool. Et on va suivre du coup une jeune femme qui s'appelle Clémentine. Et en fait Clémentine elle vit dans un royaume un peu particulier où à chaque nouvelle lune les nightmares, les cauchemars des gens vont en fait descendre au sein des rues, enfin dans la ville, et en fait vont prendre vie. Et elle fait partie des magiciens avec son papa qui a pour but de repousser les cauchemars pour qu'ils ne s'en prennent pas aux habitants de la ville. Donc c'est quand même assez particulier comme monde et je trouve ça hyper intéressant comme sujet. Sauf que à un moment donné, son père va se faire challenger par une autre famille de magiciens a priori et va avoir un duel avec eux. Donc est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va lui arriver quelque chose, on ne sait pas, mais en tout cas Clémentine va vraiment prendre en grippe cette autre famille en se disant mais enfin voilà, c'est devenu un peu son némésis. Mais il s'avère qu'a priori, elle va devoir quand même faire alliance avec eux afin de protéger le royaume parce qu'une énorme menace pèse sur la cité. Donc écoutez, on n'en sait pas trop, c'est assez cryptique comme résumé. Donc on verra ce que ça donne. Par contre, comme je vous disais, ce que je suis contente, c'est que Divine Rivals de Rebecca Ross nous aura prouvé que cette autrice peut vraiment créer des univers, même en duologie, donc même très rapidement, parce que je trouvais déjà qu'au sein du premier tome c'était le cas, qui sont extrêmement riches, extrêmement poussés, hyper intelligemment construits. Donc moi j'ai vraiment très très hâte de découvrir ce roman en espérant que voilà, j'ai autant un coup de cœur que pour sa duologie. À suivre donc. Ensuite j'ai envie de sortir un livre que j'ai depuis hyper longtemps dans ma bibliothèque qui est absolument sublime. Donc je tiens quand même à vous le montrer parce que je le trouve vraiment magnifique. C'est un livre qui, je ne vais pas du tout vous le cacher, m'avait d'abord fait envie pour sa couverture que je trouvais vraiment hyper noëlesque, hivernale, etc. Et ça me faisait vraiment très envie. Et en plus de ça, il s'agit d'une réécriture de Casse-Noisette, qui est donc mon ballet préféré, donc je ne sais pas vous dire pourquoi je ne l'avais jamais lu, donc écoutez, cette année c'est l'année du coup pour moi de découvrir Midnight in Everwood de M.A. Kuzniar, qui comme je vous l'ai expliqué est une réécriture. Dans cette histoire on va suivre du coup Marietta qui vit à Nottingham en 1906 et qui est une ballerine, qui n'a toujours eu dans sa vie que le ballet, que la danse, qui n'a toujours voulu que devenir une chose, c'est devenir danseuse, mais à l'approche des fêtes de fin d'année, elle devient de plus en plus déprimée parce que sa famille lui explique qu'au jour de l'an, elle est censée prendre un mari, elle est censée se marier, donc faire des enfants, prendre sa place dans la société et arrêter finalement le ballet. Donc ce qui, elle, évidemment, la déprime complètement. C'est alors que va s'installer près de chez elle le docteur Drosselmeyer, qui a l'air d'être une personne qui crée des jouets et qui a l'air quand même assez mystérieux. Et il va donc notamment composer une partie des décors qui vont constituer du coup le ballet dans lequel Marietta va danser à la fin de l'année. Mais il s'avère qu'au moment où elle se met à danser et que le décor commence à s'articuler, à s'animer, elle va être transportée dans un autre monde qui s'appelle Everwood, qui semble être un monde voilà, où il a l'air d'avoir énormément de magie et de féerie, mais elle doit trouver le chemin du retour avant minuit, auquel cas, sinon, elle sera à jamais enfermée dans ce monde. Donc franchement, ça a l'air
ça a l'air hyper... Oui, ça a l'air féerique, mais ça a l'air aussi, vous savez, ce côté un peu Édouard Romain d'Argent. C'est-à-dire entre le côté féerique et le côté un peu... qui fait peur, enfin c'est assez... qui mêle en plus du côté réalisme, mais en même temps magie, et en même temps le monde un peu des rêves, le monde à côté. Enfin je sais pas, ça a l'air hyper bien je trouve, ça a l'air très envoûtant, voilà, comme livre, et moi je suis hyper curieuse de ce que va donner ce livre-là, parce que, en tout cas, je le trouve plein de promesses, et j'ai l'impression que ça va être un livre très très beau dans ses descriptions, etc. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger, et ça sera vraiment l'année où je sortirai ce livre de ma palle, parce que vraiment, une réécriture comme ça de Casse-Noisette, ça me fait super envie. En plus, j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui étaient en train de s'écrire, donc... c'est l'occasion jamais pour moi de lancer un petit peu ma vibe réécriture de contes ou réécriture de manière générale, parce que j'aime beaucoup ça, mais je n'en lis pas assez, donc écoutez, j'espère que celui-ci sera un succès. Pour suivre dans le monde des rêves, j'ai décidé donc de sortir le tome 3 de Le Trône de Cendre, du coup de Chloé Sepeñaranda, qui est paru aux éditions de Saxus. C'est donc le livre 3 dans la saga Les Héritiers d'Ungardia. Je ne vais pas du coup vous résumer le tome 3, ça serait quand même vraiment très très bête, sachant que le tome 1 et 2 étaient quand même assez conséquents, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Donc moi j'ai lu le tome 2 là en novembre, où j'ai passé un excellent moment de lecture, sans aucune surprise. Donc je vous raconterai ça du coup dans mon bilan. Excusez-moi, je suis en train d'enlever les petites miettes qu'il y a sur mon livre, puisqu'il est tout neuf. Et écoutez, donc dans cette histoire on suit FaZe, qui est donc une jeune femme qui est orpheline, qui vit avec son meilleur ami, s'appelle Jacon, vous décidez, et qui vivent du coup tous les deux dans une petite masure, et ils suivent un peu leur petite vie, mais on sent quand même que FaZe, elle a vraiment un tempérament de feu, quoi. Et donc elle est passionnée par tout ce qui est duel à l'épée, depuis toujours, et un jour elle va se mettre dans une situation un petit peu délicate, et elle va croiser un fae, qui est un garde du roi, pour qui elle va ressentir pas vraiment une attraction, mais un espèce de lien hyper fort qu'elle saurait pas trop expliquer. Sauf que quand la nuit vient, FaZe se rend compte qu'elle peut s'infiltrer dans l'esprit et les rêves du coup de ce fae. C'est là qu'elle découvre qu'elle est donc ce que l'on appelle dans son monde une noctiste, sauf que normalement les noctistes ce sont plutôt des fae, ce ne sont pas des humains. Donc ce garde va se rendre compte du coup qu'elle est rentrée dans son esprit parce que lui-même est un noctiste, va essayer de la retrouver, et ensemble ils vont essayer de découvrir pourquoi FaZe a ce pouvoir-là alors qu'elle n'est absolument pas censée l'avoir. Donc écoutez, c'est un livre qui est très chouette, c'est un livre qui a été beaucoup comparé à Throne of Glass. Moi je vous dirai mon avis sur ce sujet-là dans mon bilan de lecture. Sachez que quoi qu'il en soit, que ce soit le cas, que ce soit pas le cas, franchement n'hésitez pas à vous tourner vers cette saga parce qu'on n'en entend pas assez parler, et franchement elle est hyper addictive. Enfin c'est efficace, c'est bien écrit, les personnages sont chouettes, il y en a plein, il y a plein d'alternances de points de vue, et plus on avance, plus on en a, c'est hyper intéressant. Le monde est hyper cool aussi parce que voilà, on a les fae et les humains qui vivent dans le même monde, qui peuvent toujours pas se blairer, mais qui quand même cohabitent, etc. Et chacun a plus ou moins son utilité dans la société, même si l'utilité des humains c'est plutôt d'être des esclaves, hein, on va pas se mentir. Donc c'est hyper intéressant, enfin moi je trouve que là j'ai lu le tome 2, je suis arrivée à la fin, je me suis dit waouh, le monde c'est quand même hyper bien étoffé, hyper bien développé, et ça démontre vraiment la richesse que j'avais sentie avec le tome 1 à travers le tome 2, donc vraiment je vous le conseille, et moi j'ai trop hâte de lire ce tome là, sachant que le tome 4 est déjà annoncé et sort en janvier, donc c'est cool parce qu'ils sortent quand même très rapidement, donc franchement trop hâte de lire la suite. En parlant de suite, j'ai décidé aussi de sortir du coup de ma palle Deux couronnes corrompues de Rachel Gillig, qui est paru aux éditions Sabran. Alors je sais pas si on dit Sabran ou Sabran. Écoutez, j'entends les deux, donc pareil, hein, ça sera au choix. J'essaierai de me renseigner, de vous dire. Dans cette édition qui, parlons-en une minute, juste, franchement, ça n'existe pas de faire des livres aussi beaux en fait. Enfin vraiment, ça m'arrive régulièrement d'avoir des coups de cœur pour des livres, mais parce que je les trouve beaux, mais là,
franchement, je pense que ça fait quand même partie des plus beaux livres de ma bibliothèque. Honnêtement, celui-ci est le premier tome, je les trouve vraiment sublimes. En plus, j'aime beaucoup le format parce que c'est un format qui est assez petit, mine de rien, je sais pas si vous verrez à côté de ma tête. C'est pas, vous voyez, comme les grands formats qu'on peut avoir de temps en temps, qui sont dans les versions américaines où ils sont beaucoup plus grands, plus massifs. C'est souvent un format un peu plus petit, un peu plus compact, que je trouve hyper intéressant, en tout cas dans vos éditions de Sexus et Sabran, ils font pas mal ça. Bon voilà, c'était la minute, je vous parle de ce livre, je vous dis qu'il est beau, je m'extasie dessus, c'est fait. De quoi ça parle? Donc du coup, là on est dans le tome 2 et donc dans la fin de la duologie, donc ça on est aussi content, les duologies on kiffe, hein. Ça veut dire quand même qu'en 2 bouquins on a enfin fini la série et on n'a pas 12 livres derrière nous pour la terminer, et ça c'est quand même plutôt une bonne chose. Du coup dans celui-ci on suivait Elspeth, donc avec son nom à coucher dehors, la pauvre, et c'était pas le seul truc qui était un problème dans sa vie. Elspeth, elle vit dans un monde en fait où qui est énormément empreint de magie et où la magie apparaît en fait via diverses formes. Donc en fait ils vivent dans une cité déjà qui est entourée par une forêt dans laquelle il y a une espèce de brume qui quand on la touche vous infecte de magie et vous octroie des pouvoirs, mais au bout d'un moment vous dégénérez. Et votre dégénérescence n'est pas claire, c'est-à-dire que vous pouvez devenir complètement fou, vous pouvez devenir le mal incarné, vous pouvez tomber malade, enfin en fait on ne peut pas vraiment savoir à l'avance ce qui va vous arriver, mais en tout cas vous finirez pas bien. Et donc le roi a décidé de traquer tous les gens qui avaient touché la brume ou qui voilà étaient empreints de ce mal. Et de les tuer en fait, hein, aussi clairement que ça, puisque le roi a décidé que finalement le pouvoir ne devrait être concentré que en les personnes du coup qui possèdent une carte, puisque du coup une autre forme de magie dans ce monde là c'est qu'il existe un jeu de cartes et que chaque personne qui en détient une a une habileté magique particulière, et évidemment la plupart des cartes est aux mains des plus puissants, ou les plus puissants ont des cartes, je sais pas dans quel ordre finalement les choses se font vraiment. Et si il y a une genre de prophétie qui dit que si un jour on a réussi à réunir toutes les cartes, on arriverait du coup à faire lever la brume et à faire lever la malédiction que la déesse a fait porter sur la cité. Donc comme je vous dis ça, hein, je vous explique là ça, j'essaie de vous donner un maximum d'informations sur l'univers, c'est quand même extrêmement riche, hein. Je vous raconte dans les grandes lignes ce qui se passe dans le 1, enfin en tout cas ce qui se trame dans le 1 en termes de forme de magie, mais en fait l'intrigue se trouve vraiment au niveau d'Elspeth qui, quand elle était plus jeune, a été touchée du coup par cette magie, enfin par cette espèce d'infection. Et a développé un espèce de pouvoir un peu chelou, puisqu'en fait elle a un démon qui lui parle dans sa tête. Donc sympa. Qui petit à petit va en fait l'aider, mais en même temps de plus en plus prendre le pas sur elle et sa personnalité. Sachant qu'en plus elle doit absolument le cacher, puisque si elle démontre à un moment donné qu'elle a un type de pouvoir particulier, bah elle va se faire kill. Donc Elspeth elle a une vie vraiment comme ça quoi. Sans parler de ses problèmes familiaux, je vous les aborderai même pas, je vous laisse les découvrir dans le bouquin. Mais un jour elle va faire la rencontre du coup de Ravin, qui est évidemment le chef des gardes du roi qui a pour but de traquer les humains qui ont des pouvoirs. Ça va de mieux en mieux. Et elle va devoir, bon gré mal gré, s'associer avec lui afin de retrouver des cartes. Enfin là je vous explique, enfin vous découvrirez, mais c'est toute une aventure. C'est un livre que j'ai adoré, c'est un vrai coup de cœur de mon année 2024. J'ai trouvé que c'était hyper bien mené, j'ai adoré l'ambiance. Ça se lit en 5 minutes. Alors il y a des gens qui ont dit qu'il y avait des longueurs, moi j'ai pas du tout ressenti de longueur. Enfin vraiment le livre, j'ai fait comme ça. Ah vous voyez pas. En 5 minutes, il était gobé. Hein. Enfin, vraiment, j'étais là, je suis arrivée à la fin, j'ai fait comment ça, il n'y a pas la suite en fait. Donc, ça va qu'il était annoncé quelques mois plus tard, donc finalement, je l'ai pas lu en anglais, j'ai quand même attendu. Mais vraiment, c'est riche, c'est très très bien construit, j'ai adoré la romance, je trouve qu'elle prend une bonne place, elle prend pas toute la place. Mais voilà, c'est une très belle découverte, j'ai vraiment très hâte de lire la suite. J'en ai entendu énormément de bien, on m'a dit que vraiment ça clôturait parfaitement la série et qu'en plus de ça c'était tout aussi intelligent et très très bien construit que le tome 1, donc je vous en dis plus dans mon bilan de décembre, mais alors celui-ci c'est sûr qu'il va être gobé, il n'y a aucun doute là-dessus. Et le dernier que j'avais envie de vous présenter dans la partie rêve, puisque là on va parler justement un peu des mondes oniriques, etc., de la magie, etc., j'avais envie de vous parler donc de Spectacular de Stephanie Gerber, qui est donc une novella dans la série Caraval. Donc si vous connaissez pas Caraval,
Je ne sais pas ce que vous attendez, plutôt. Je sais qu'avec la sortie l'année dernière ou il y a 2 ans, ou je sais plus trop quand est-ce que c'est sorti, de Once Upon a Broken Heart, qui était donc du coup un spin-off de Caraval, ça avait fait un bruit monstrueux, les gens s'étaient rués dessus parce que là pour le coup les 3 tomes sont vraiment une grosse romantasy, alors que Caraval est peut-être un peu plus young adult et un tout petit peu moins romance peut-être. Et encore, moi je trouve pas forcément. C'est juste que c'est pas exactement la même intensité de romance, on va dire, que par rapport à Once Upon a Broken Heart, où là vraiment la romance est genre 95% du bouquin. Dans Caraval, on était beaucoup plus sur la construction de l'univers, le système magique, etc. C'est un univers passionnant. La plume de Stéphanie Garber, c'est une pépite, c'est absolument magnifique à lire. Elle a une façon de décrire les environnements à travers la couleur, à travers des émotions, à travers du sensoriel que j'ai trouvé vraiment absolument unique en son genre, et donc j'ai adoré la série Caraval. Et là, elle sort du coup Spectacular, qui est donc une novella qui se trouve dans ce même univers de Caraval, donc on va retrouver les personnages de cette série, mais qui se passe au moment des fêtes. Donc écoutez, moi je ne l'ai pas encore acheté parce que j'aimerais beaucoup me procurer du coup en décembre le set, parce qu'ils ont fait un set collector un peu Noël avec les 3 premiers de Caraval et évidemment cette novella complémentaire. Et j'avais vraiment trop envie de me l'offrir parce que vraiment je trouve que le set a l'air absolument magnifique et que ça me permettra d'avoir enfin Caraval au complet dans ma bibliothèque, puisque j'avais acheté le premier en français et qu'ensuite les autres ont tardé à se faire traduire et le dernier n'avait même pas été traduit, mais je crois que depuis c'est le cas, enfin j'ai pas tout suivi mais c'était tout un délire. Donc moi j'ai tout lu en anglais, mais sachez qu'aujourd'hui il me semble que Caraval est sorti les 3 en français et que vraiment si vous ne les avez pas lus mais que vous avez aimé Once Upon a Broken Heart, mais n'hésitez pas, c'est juste incroyable. Une fois n'est pas coutume, je pense que cette vidéo sera encore extrêmement longue, mais on approche quand même du but puisque le dernier mot que j'ai choisi du coup pour cette palle de décembre est neige. Et bien oui, de façon pas très originale, j'ai décidé de lire des livres qui se passaient dans la neige, qui avaient ce côté romance de Noël, etc. Donc j'avais envie d'une catégorie voilà, qui allait englober vraiment tout ça. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce mot-là. Le premier livre que j'ai choisi, que j'ai sélectionné, c'est une petite romance de Noël, puisqu'il s'agit du coup de Sur ma liste de Rosie Blake, qui est donc là paru aux éditions J'ai lu. On va suivre dans cette histoire Clara, qui est donc une Danoise qui a quitté son Danemark natal pour s'établir en Angleterre, notamment dans la ville de Yulethorpe, dans lequel se passe une petite catastrophe locale, puisque le magasin de jouets est apparemment sur le point de fermer. Parce que notamment Louisa, la propriétaire, a décidé de partir et de s'éclater en Espagne. Et donc notre petite amie, j'allais dire Rosie mais pas du tout, Clara va donc décider de reprendre le magasin de jouets et de le faire revivre et de le faire renaître un peu de ses cendres afin que ce dernier ne ferme pas. Évidemment, il semblerait que Joe, le fils de la propriétaire, ne l'entende pas du tout de cette oreille et dise mais attends, toi la petite hippie fan de Hygge, Ouga, ou je sais plus trop comment on dit, c'est mort en fait, tu retournes au Danemark et tu me laisses ma boutique tranquille. Bon, on va voir comment ça se passe, mais a priori une petite romance entre les deux et certainement à attendre. Ensuite j'ai décidé de lire d'autres romances de Noël, mais du coup je vous les ai déjà présentées dans ma vidéo sur les romances de Noël qui me font très envie cette année. Et donc je pense que je vais très certainement lire The Holidays et Un Noël presque parfait, qui sont donc les deux qui me faisaient très envie. Dans The Holidays du coup on suivait une jeune femme qui enchaîne les dates un peu nazes dans un bar, et le propriétaire du bar commence à se dire écoute cocotte, t'es mignonne mais je vais t'aider en fait à te trouver un mec parce que vraiment j'en ai marre que t'enchaînes les dates dans mon bar alors que moi l'amour ça me saoule et que je ne veux rien avoir à faire avec. Alors que Holly c'est apparemment la fille vraiment trop pimpante, donc on est un peu dans un trope Grumpy Sunshine mais en plus avec un côté un peu je t'aide à trouver un copain. On verra comment c'est traité, c'est pas forcément un trope qui me plaît parce que je trouve que de temps en temps c'est un peu surjoué ce côté de ah non mais moi je ne sais pas comment séduire un homme, il faut que tu m'aides, etc. Et que je trouve parfois un petit peu naze parce que j'ai envie de dire bon ça va quoi, enfin limite un jour il faudrait peut-être l'inverse, genre une nana qui aide un mec à séduire une fille parce qu'il est vraiment pas doué. Parce que je trouve que c'est souvent dans ce sens là et qu'à un moment donné on a toujours l'impression de ces héroïnes un peu ingénues qui ne savent pas ce qu'est la séduction, et donc du coup heureusement qu'un homme est là pour leur apprendre un peu la vie. Donc comme vous pourrez le comprendre, c'est pas forcément un modèle féminin que je trouve particulièrement attirant, donc écoutez, on verra comment ça se passe dans celui-ci et comment ça sera traité. Le deuxième qui me fait très envie, c'est Un Noël presque parfait de Cherry Chic, si je ne me trompe pas.
Et celui-là par contre c'est un modèle qui me plaît beaucoup parce que ça se passe comme un calendrier de l'Avent où on a deux propriétaires d'un hôtel qui veulent absolument que leur petit-fils, qui va bientôt devenir directeur, et son ancienne meilleure amie, qui travaille aussi dans l'hôtel, se réconcilient. Et donc du coup, ils vont prévoir 24 ou 25 activités que tout le personnel de l'hôtel devra faire et qui devrait normalement rassembler nos deux anciens amis. Donc là, il y a un côté un peu, ils étaient amis, ils ne le sont plus, mais on sait pas pourquoi. J'aime bien le côté des grands-parents un peu hyper bienveillants, j'aime bien le côté de l'hôtel aussi, qui est toujours un contexte que je trouve assez sympa dans les livres. Donc là, pour le coup, je suis hyper emballée et j'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça va donner. Un livre aussi qui me fait trop envie, qui pour le coup n'avait paru qu'en anglais malheureusement, mais qui avait l'air tellement drôle et en fait qui était ultra bien noté aussi sur Goodreads, donc du coup je me suis dit allez franchement celui-là je me le mets dans mes romances de Noël. Il s'agit du coup de The Nightmare Before Christmas de Sarah Raach. Aucune idée de comment ça se prononce et vous m'en voudrez pas. Je l'espère. Et donc on va suivre donc c'est le tome 1 d'une série qui s'appelle Royals and Romance. Où on va suivre du coup l'héritier. Donc en fait c'est comme si on était un peu, vous savez, dans The Nightmare Before Christmas, vous voyez quand on voit les arbres et qu'on a genre Halloween, Noël, Pâques, etc. et tout. Bah là ça a l'air d'être un peu le même délire, c'est-à-dire que chaque fête semble être un petit peu un royaume. Et donc on va suivre Nicolas qui est donc l'héritier du royaume de Noël, mais qui ne supporte plus en fait fêter Noël parce qu'il trouve que son père du coup en a vraiment fait un truc ultra marketing et plus du tout quelque chose d'authentique. Donc un soir il décide d'aller se bourrer la tronche dans un bar. Et finalement, on va faire la rencontre d'un mec hyper canon et tous les deux, ils vont passer une petite soirée sympathique, visiblement. Sauf que le lendemain matin, son père le convoque et lui dit bon bah écoute Coco t'es mignon mais là maintenant ça serait bien que tu prennes un peu les rênes du royaume et donc bah tu vas devoir épouser la princesse du royaume de Pâques qui, soit dit en passant, est ta meilleure amie, donc ça devrait pas te poser de problème. Sauf que bon, a priori, de ce que je comprends, je pense que son père est pas trop au courant que lui, les filles, c'est pas trop sa came. Et en plus de ça, il semblerait que la princesse de Pâques soit le crush de son frère à lui, donc il a aucune envie de l'épouser. Donc ça commence déjà très très mal pour Nicolas, toute cette histoire, et en plus de ça, il s'avère qu'il y a un mec qui arrive dans toute cette histoire en disant ah non mais je t'explique, tu vas pas épouser la princesse de Pâques, c'est moi qui vais l'épouser parce que c'est important pour mon royaume. Ce mec là c'est qui? C'est l'héritier du royaume d'Halloween et il s'avère que c'est aussi le mec que Nicolas avait rencontré dans un bar. Donc je pense que toute cette histoire complètement loufoque peut vraiment amener à pas mal de péripéties assez drôles. En plus, le côté à la fois qui mêle Noël et Halloween dans une même romance, en plus une romance MM, c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de lire. Bref, ça faisait un cocktail qui me faisait trop envie, donc je vous raconterai comment ça s'est passé. Le livre suivant que j'avais envie de lire, qui est aussi une romance, c'est Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble, que du coup je vais me faire en audio, puisque comme je vous avais expliqué, je me suis fait aussi le 1 sur Nextory, que j'avais trouvé pas mal, enfin franchement j'avais trouvé ça plutôt cool. J'avais pas été méga convaincue par la romance, mais j'avais beaucoup aimé l'histoire. Donc là j'espère que je serai moins convaincue par l'histoire et un peu plus par la romance, parce que c'est quand même ce que je viens chercher dans celui-ci. Mais écoutez, je l'ai mis dans cette catégorie parce que ça se passe dans l'univers du patinage artistique. Alors certes c'est pas de la neige, mais bon écoutez, on en est quand même pas loin. Et donc, on va suivre du coup Lily, qui est, si je me rappelle bien, est donc une copine de la protagoniste du 1, qui n'a qu'un pour un seul objectif, remporter une médaille d'or aux Jeux Olympiques ou au championnat de je sais plus trop quoi de patinage artistique. Et alors qu'elle vient de perdre son partenaire pour je ne sais même pas quelle raison, elle va être assignée à Orion, c'est ça, Orion, qui lui pour le coup est un super grand champion de patinage artistique. Alors du coup elle est juste aux anges, sauf que lui a priori a juste qu'une envie, c'est d'arrêter le patinage. Donc déjà je sais pas pourquoi il continue, donc on va voir quelles sont un peu les raisons qui motivent le fait qu'il va faire quand même équipe avec Lily. Mais voilà, ces deux personnages-là vont devoir vivre et cohabiter ensemble pendant 4 mois pour se préparer aux championnats mondiaux, sachant que l'un est la fan de ce mec-là et que lui a décidé de ne plus patiner. Donc on va voir, écoutez ce que ça donne. Moi, le côté un peu patinage artistique, j'avais trop kiffé avec Icebreaker, que j'avais vraiment beaucoup aimé de Anna Grace, donc je suis assez contente de le retrouver dans ce tome-là de Morgane Moncomble, en espérant, comme je vous l'expliquais, que la romance me convaincra un petit peu plus que le premier.
Le dernier livre que j'avais envie de vous présenter, qui n'a absolument rien à voir avec le reste, puisque c'est un genre que je n'ai pas forcément l'habitude de lire, mais que j'apprécie. Il s'agit donc d'un Cozy Mystery avec Les 4 petits meurtres de Noël d'Alexandra Benedict, paru aux éditions Charleston. Bon, je me suis clairement fait avoir par la couverture que je trouve absolument magnifique, mais c'est aussi parce que le résumé me faisait énormément penser à une autre série de Cozy Mystery qui s'appelle Les Enquêtes de Marlowe, je crois, je vous remettrai le titre exact, que j'aime énormément, et donc là je trouvais qu'il y avait un peu une vibe comme ça, donc voilà, j'ai décidé de me lancer. Et donc du coup dans celui-ci on va suivre Eddie O'Sullivan, qui est donc une octogénaire acariâtre, comme elle est dépeinte dans la 4ème couverture, et très solitaire, qui va découvrir le 1er décembre sur le pas de sa porte un mystérieux colis. Quand elle va le déballer, ça va être en fait un puzzle qu'elle va s'empresser donc d'assembler, et qui va donc dépeindre une scène de crime, accompagnée d'un petit mot qui va expliquer à Eddie que d'ici minuit, si elle ne résout pas l'énigme en fait de cette scène de crime, 4 personnes vont mourir. Donc Eddie, un petit peu affolé, va se tourner vers son neveu qui est inspecteur et va se lancer dans une quête effrénée afin de faire la lumière en fait sur ce mystère. Mais quand un mystérieux cadavre est découvert avec une pièce de puzzle à la main, Eddie se rend compte qu'elle est vraiment prise dans un jeu bien plus funeste qu'elle ne l'avait imaginé. Donc écoutez, ça a l'air vraiment trop cool, j'aime bien le côté un peu décalé, j'aime bien quand ce sont des octogénaires ou quand ce sont des personnes âgées qui sont les héros des histoires des Cozy Mystery, parce qu'en fait ils ont tellement de connaissances, de vécu, etc. Et parfois ils ont vraiment des personnalités hautes en couleurs. Et je trouve ça hyper drôle et je trouve que ça fait vraiment des super histoires, donc là je suis hyper hypée. En plus le côté puzzle, etc. et tout, ça m'a fait vraiment une vibe, vous savez, du film À couteau tiré. Je sais pas trop pourquoi, mais ça m'a donné vraiment trop envie de lire, donc celui-ci aussi sera certainement ma petite lecture des vacances de fin d'année. Voici du coup pour ma palle pour le mois de décembre. Donc comme vous l'aurez compris, il y a vraiment un thème autour de la chaleur humaine, des liens familiaux, des liens d'amitié, etc. Mais aussi ce côté très glacial, enneigé, un peu féerique, épopée, mais aussi très onirique, qui me faisait très envie sur cette période-là. En tout cas, c'est ce côté un peu magique que j'avais envie de retrouver et qui est pour moi un mot qui sonne extrêmement fort par rapport aux fêtes de fin d'année. J'espère que certains d'entre eux sont une découverte pour vous ou que certains vous font envie, et si c'est le cas n'hésitez pas à me le mentionner, sinon laissez-moi un petit flocon en commentaire, ça me fera très plaisir. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous passerez un très beau mois de lecture. Si vous vous êtes prévu des petits livres pour cette saison, n'hésitez pas à me le mentionner, ça viendra peut-être un petit peu rajouter ma palle, mais bon, moi ça me fait toujours plaisir de savoir un peu ce qui vous fait envie et ce que vous avez envie de lire à cette période-là. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, je vous souhaite de passer de très belles lectures. Bye bye!